Mesdames, messieurs et ceux qui savent mieux, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de dispositions de clavier ergonomiques, plus particulièrement vous parler de Bepo, en quoi ça corrige les problèmes d'AZERTY, quels sont les quelques petits problèmes qui restent et comment je les ai corrigés avec un projet de disposition de clavier que j'ai mené qui s'appelle Ergol. Alors, pour parler vite fait de mon expérience personnelle sur le sujet, je suis, comme je le disais, le développeur principal, enfin le concepteur principal d'Ergol. Ça a été 4 ans de développement, 9 changements de disposition à temps plein pour moi et plusieurs centaines de prototypes essayés. Donc, évidemment, ma parole n'est pas le gospel, mais j'ai 2-3 notions. Pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous savez peut-être tous, en tout cas la grande majorité d'entre vous, qu'AZERTY, c'est vraiment pourri. Mais je pense que c'est important de savoir exactement pourquoi. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la heatmap de la disposition. On est sur un graphique où on voit la disposition avec des touches en différentes nuances de bleu, où plus c'est bleu foncé, plus on appuie souvent sur cette touche-là. Donc le E, on peut voir ici qu'il est très très fréquent, le D l'est moins, mais reste quand même fréquent, et le K, il est pratiquement inexistant. Et le truc, c'est que ces touches fréquentes sont loin des positions de repos, qui sont QSDF à gauche et JKLM à droite. Donc on doit faire des efforts en plus pour aller les chercher. On faut voir aussi que le travail des doigts est très mal équilibré. Avec le majeur gauche qui fait C, D, E, il a donc 2 lettres très fréquentes, il a 2 lettres fréquentes et une lettre très fréquente, alors que le majeur droit qui a point virgule, K, I, il a juste une lettre fréquente. Et puis, j'allais m'indigner sur le placement du A, en demandant « mais c'est qui le con qui a changé la QWERTY pour ça ?» Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très probablement parce que AZERTY a été forqué avant que QWERTY soit fini, et que c'est pour ça qu'il est là, et que le QWERTY s'est été corrigé après dans QWERTY. Et donc voilà, c'est une théorie qu'on a vue avec des potes hier soir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai envie d'y croire. Et donc, avec tout ça, c'est là que Bepo arrive et cherche à corriger tous ces problèmes-là. Et cette fois, on peut voir que la heatmap, elle est vraiment concentrée sur la rangée du milieu, parce que la rangée du milieu, c'est la meilleure. C'est là où il y a toutes les positions de repos. Celle du haut, elle demande un peu d'effort, elle est pas ouf, mais ça passe à peu près. Celle du bas, elle est affreuse, on l'oublie. On veut vraiment pas mettre de trucs fréquents dedans. On peut voir aussi que, truc que j'ai oublié de dire, l'oral mais qui était dans les slides, qu'il y a des accents sur la rangée des chiffres en AZERTY, ce qui est beaucoup trop loin et fait beaucoup trop d'efforts. Et quand on arrive en Bepo, ils y sont plus. Nickel, on ne fait plus ces extensions-là. Et le travail des mains qui était très déséquilibré en AZERTY, là, il est le plus proche possible du 50-50 en Bepo. Donc ça, c'est très bien. Et ils ont privilégié les alternances de mains. C'est-à-dire qu'on veut que chaque touche se fasse avec la main opposée de l'autre. La logique derrière ça, c'est que comme ça, on a les 2 mains qui travaillent en parallèle, et donc on peut aller vite sans faire trop d'efforts. Et bon, il y a d'autres principes chez Bepo que j'ai ignorés par le temps, mais si je devais mettre les plus importants et les classer par ordre d'importance dans une pyramide de Maslow, où donc le bas de la fusée, c'est la fondation, c'est ça qui doit être solide, c'est le plus important, je dirais que ça ressemblerait à ça. On veut que le travail des mains soit équilibré pour pas qu'il y ait une main qui travaille plus que l'autre et fatigue vite. On veut les alternances pour taper vite. Et on veut optimiser la distance parcourue par les doigts pour éviter les efforts. Ça paraît peut-être un peu bizarre de mettre la distance parcourue par les doigts tout en haut, mais en fait, c'est un truc qui est assez simple à optimiser, dans le sens où on a 8 positions de repos, donc 8 touches qui sont à 0 en distance. Après, Bepo, comme je le disais dans l'introduction, c'est pas parfait. On est sur une dispo qui est notoirement connue pour être très mauvaise en anglais. Et ça, c'est sa heatmap qui est en anglais. On voit qu'on charge pire les endroits qu'il ne faut pas. Avec l'enchaînement WH, dont on parle souvent comme étant le pire enchaînement de toute disposition clavier confondue. Et en plus, il est fréquent en anglais. Et bon, en vrai, ils ont raison. Mais c'est plus un homme de paille sur tous les défauts de Bepo que Bepo a en anglais. Vraiment, la dispo ne marche pas dans cette langue-là. Plus sur moi cette fois, par contre, il y a le fait qu'on perd les raccourcis clavier visuels, que j'ai noté être CTRL QS ZXCV. C'est des raccourcis clavier, c'était pas forcément les raccourcis clavier les plus fréquents sur l'application, sur l'usage, mais c'est des raccourcis clavier qu'on veut pouvoir faire d'une main à gauche avec la souris dans la main droite. Par exemple, si on bosse dans un rapport, qu'on veut déplacer un paragraphe, on veut pouvoir sélectionner, CTRL X, pointer, cliquer, CTRL V, tac. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire avec Bepo. Enfin, on a CTRL A et CTRL X encore, mais sans le CTRL V, ils ne servent à rien, en fait. Et donc finalement, Bepo, c'est une dispo qui optimise la saisie de texte en français, mais qui est quand même beaucoup moins polyvalente qu'AZERTY, étrangement. Et si on revenait un peu à notre pyramide de Maslow, je suis tenté de mettre les raccourcis clavier tout en bas de cette pyramide. Ça paraît peut-être un poil méchant de dire comme ça, mais Bepo a beau être
genre, objectivement meilleur sur tous les autres étages qu'il y a au-dessus, le fait de perdre les raccourcis clavier, ça fait qu'on a un défaut qui est suffisamment gros sur ces dispos-là pour que beaucoup de gens, moi le premier, ne veulent pas passer à ces dispos-là, ou en tout cas chercher autre chose. Un graphiste en a strictement rien à battre de taper plus vite, ce qu'il veut, c'est son CTRL-C, CTRL-V. Et du coup, c'est là que quand je me suis intéressé à l'ergonomie clavier, j'ai voulu me faire une variante de Bepo qui marche en anglais et qui garde les raccourcis clavier usuels. Alors, je dis que j'en fais une parce que malheureusement, une variante de Bepo qui existe en anglais, qui marche bien en anglais, ça n'existe pas vraiment. Du coup, pour savoir exactement comment je devais m'en sortir, j'ai fait un petit tour d'horizon des dispositions de clavier anglophone. Je vais très probablement surprendre la grande majorité d'entre vous, mais je ne vais pas parler de Dvorak aujourd'hui. C'est la disposition de clavier la plus connue au monde, la plus utilisée, enfin en tout cas, disposition de clavier ergonomique, mais finalement, on est sur exactement la même philosophie, ou presque, que Bepo. Donc on n'apprendrait pas beaucoup de choses de plus. Si vous voulez m'entendre parler en long, large et en travers de Dvorak, sa philosophie, en quoi ça diffère des dispositions de clavier modernes, j'en ai fait toute une conférence au Capitole Libre l'année dernière. Vous le trouverez très facilement sur YouTube. Passons maintenant directement à Colmac. Colmac, sorti en 2006. Ce n'est pas le premier travail d'optimisation d'une disposition de clavier moderne, mais il y avait Arancito avant, qui était sorti dans les début des années 2000, mais c'est la première qui a vraiment bien marché. Un truc qu'on peut voir assez vite, c'est que là, CTRL-QS et l'XCV, ils sont au même endroit qu'en QWERTY. Donc on garde nos raccourcis clavier visuels. Bon, CTRL-S est décalé d'une colonne pour que la disposition soit plus efficace, mais ce n'est pas un gros problème. Il reste accessible à la main gauche, et c'est de très loin le truc le plus important. Ici, plus que de chercher à équilibrer le travail des mains, on cherche à équilibrer le travail des doigts. Dans le sens où, je veux dire un truc qui va paraître évident, mais les auriculaires, ils sont faibles, les index, ils sont forts. Donc, idéalement, on veut charger peu les auriculaires, charger beaucoup les index. Et si on vient sur... Hop, quoi? Ah, attendez. Si on vient sur... Ah oui, mais c'est que je suis un con. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'était juste là en fait. Ok, pardon. Hop, si on vient là sur la... Là, ça c'est l'analyseur qu'on a utilisé pour concevoir l'alcool. Et si on regarde ici la charge des doigts, on peut voir qu'on est à 8,3% de charge sur l'auriculaire gauche, alors qu'on est à 19% sur l'index gauche. Il y a plein de jolies couleurs sur les barres. Ça vous fait peur peut-être. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, regardez soit les fréquences en bas, soit la hauteur totale. Donc ça, c'est Colmac. Et si je viens, par contre, prendre Dvorak ici, on voit que la charge des doigts est beaucoup plus équilibrée, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Parce que là, typiquement, l'auriculaire droit, il a 10% de charge, et il y a le L qui est dans le coin, qui n'est finalement pas très accessible. On favorise aussi Colmac favorise aussi les roulements, au même titre que les alternances de main, et ce qui, pareil, peut surprendre certains poètes, et on est à 1,6% de SFU. Alors, vous allez me dire, bon, Nuke, c'est rigolo de balancer des acronymes comme ça, mais ce serait quand même bien de les définir, donc je vais corriger ça de suite. La notion la plus fondamentale, quand on parle de disposition de clavier ergonomique, c'est les bigrammes. Les bigrammes, c'est con comme la lune, c'est un enchaînement de touches. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans les bigrammes, c'est comment on les fait. J'ai parlé tout à l'heure des alternances, où du coup, là, on a les deux lettres du bigramme qui sont faites avec les mains opposées. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a les roulements, où là, c'est fait avec les deux doigts différents de la même main. Comme là, par exemple, OU en AZERTY. Et le truc qu'il faut voir avec ça, c'est que si je veux faire EU, par exemple, je peux carrément appuyer sur E, appuyer sur U, relâcher E après. Ce qui compte, c'est pas le moment où... C'est juste le front montant, pas forcément l'état des touches à un instant T. Et du coup, ça fait qu'on peut juste taper sans se poser de questions, et la frappe reste sur un roulement ou d'une alternance, est fluide et confortable. Ce n'est pas le cas du tout si les deux touches d'un bigramme sont faites avec le même doigt. Ici, si je veux taper DE en AZERTY, je dois appuyer sur D, relâcher le D, décaler le doigt, appuyer sur E, ce qui non seulement est lent, mais on va faire beaucoup d'efforts en trop. Et notamment, ça va venir être un gros problème à haute vitesse, surtout quand il y en a beaucoup. Et quand ils sont aussi sur les petits doigts, genre les auriculaires, on les veut sur les index idéalement, s'il y en a. Mais voilà. On parle de bigramme de même doigt quand, du coup, les deux touches d'un bigramme sont sur le même doigt. Et de SFU pour Same Figure Usage, ça c'est le taux global de bigramme de même doigt.
Colmac est autour de 1,6, ce qui est bien. Quand on arrive autour de 1,5% de SFU, globalement, les problèmes, ils sont ailleurs. Dvorak était autour de 2,7, pour donner une idée. Donc, Colmac, petite parenthèse, mais Colmac, du coup, est plus efficace que Dvorak, et tout en gardant les raccourcis clavier, finalement. Petite chose que j'ai oubliée, le SFU, c'est un des critères d'évaluation de l'optimisation d'une disposition, mais ce n'est pas le seul. J'y reviendrai plus tard aussi. Et là, on arrive sur les roulements. Il y a beaucoup de poètes qui prêchent ce que j'avais dit tout à l'heure, où les alternances permettent de paralléliser la frappe et donc aller plus vite. Mais est-ce que c'est vrai, en fait parce que ça, c'était un truc que faisait Dvorak il y a longtemps, à l'époque des machines à écrire. Est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui? Je voulais faire une expérience. Je suis allé sur MonkeyType, un site de tests de tests de performance au clavier. Et j'ai fait 2 tests un peu bidons où j'ai fait 4 mots qui veulent strictement rien dire. Hein, c'est juste les lettres sur les positions de repos en QWERTY. Et j'ai fait le premier, c'est avec les alternances. 4 fois un mot bidon avec que des alternances dedans. Et après, 4 fois un mot qui a le plus possible de roulement. Voilà. Comme ça, je peux évaluer lequel est le plus rapide finalement, lequel me permet d'aller le plus vite. Alors, je sens que tous les statisticiens de la salle ont grogné en voyant parler de ça, mais je ne cherche pas à prétendre que c'est une preuve définitive, que les chiffres que j'avance sont une preuve définitive de l'efficacité de l'un ou l'autre. Mais l'ordre de grandeur est intéressant, je pense. Et l'ordre de grandeur est carrément intéressant parce que les roulements m'ont fait aller moitié fois plus vite que les alternances. Et bon, là, vous me croyez ou non, j'ai eu pas mal de tests proches du max là, donc on n'est pas sur un pic là, c'est le plafond. Globalement, j'ai du mal à aller plus vite que ça. Et ça peut être surprenant parce que ça paraît logique, mais en fait, on peut paralléliser de plusieurs façons. Les doigts travaillent indépendamment. Et donc, sur un roulement, finalement, on peut toujours avoir le truc où je disais tout à l'heure, où les doigts on appuie sur une touche avant de relâcher la première. Donc, même sur un roulement, on est en parallèle. Et là, le truc, c'est qu'avec les alternances, on doit caler le timing entre les différents doigts, ce qui n'est pas simple. Alors que sur un roulement, on peut juste faire pianoter les touches d'un coup, plouf, et sur un seul mouvement, envoyer plein de trucs d'un coup. Non seulement c'est beaucoup plus efficace, mais en fait, vu que je fais un seul mouvement, ou presque pour 4 touches, au lieu de 1 par touche, et finalement, en allant moitié fois plus vite, j'ai été vachement plus confortable qu'avec les alternances. Et bon, là, pareil, vous ne me croyez pas, c'est mon ressenti personnel, ça peut varier d'une personne à une autre, c'est comme ça. Et donc, finalement, les roulements sont quand même vachement plus efficaces que les alternances. Après, on peut se demander, comme avec Bepo, est-ce que Colmac est parfait? Et non, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on avait loupé à l'époque, c'était que pas tous les roulements se valent. Typiquement, si on veut chercher la colonne du centre avec l'index, sur une alternance, c'est pas forcément un gros problème, parce qu'on peut avoir une main qui fait un petit coup de poignet pour choper la touche, et l'autre qui reste en place et qui bouge pas. Si on est sur un roulement, par contre, là, c'est plus la même, surtout quand c'est un roulement entre le majeur et l'index. Parce que là, cette fois, il faut vraiment écarteler les 2 doigts, et c'est pas confortable. Voire, chez pas mal de gens, ça a été douloureux. Et donc, on arrive sur une conclusion qui est similaire à Bepo. Colmac a beau être objectivement meilleur en tout point que QWERTY et Dvorak, il avait quand même un problème suffisamment gros pour que des gens cherchent à faire mieux plus tard. Et mieux, c'est arrivé 4 ans plus tard avec Workman. Enfin, mieux différent plutôt. Workman a assez mal vieilli, malheureusement. Mais ce sur quoi ils se sont concentrés, c'était d'avoir une excellente heatmap. On peut voir là les lettres G, Y au centre ne sont pas très fréquentes, alors qu'avec Colmac, c'est pas du tout la même. Ça, c'est très fréquent, pas fréquent. Voilà. L'objectif de Workman, c'était justement de corriger ce problème avec Colmac des extensions latérales, et donc, il voulait éviter ça à tout prix. Et il en est sur 2,7% de SFU. Ce qui peut paraître pas ouf, hein, on retourne sur ce que je disais de Dvorak, qui marchait pas super, mais en fait, pour son auteur, on s'en foutait parce que l'optimisation ne sert à rien tant qu'il reste des problèmes d'ergonomie. En tout cas, c'est le truc qu'il avançait. Cette qualification de la heatmap, a quand même pas mal chamboulé la compréhension qu'on avait de ça. Parce qu'il s'est rapporté à une map d'effort qui ressemble en fait un peu à ça. Dans le sens où c'est absolument pas précis, hein, c'est carrément juste un ordre de grandeur qu'on donne pour les humains, pour nous. Mais les positions de repos sont les plus confortables. Et comme je disais tout à l'heure, les majeurs, l'annulaire, ils aiment bien monter parce que la rangée du haut, c'est bien. Non, parce que les majeurs et l'annulaire sont des doigts qui sont longs. Et donc, ils aiment bien monter.
L'auriculaire est un doigt qui est faible, pas agile, donc il aime vraiment pas bouger. Et l'index, il a beau être le doigt le plus fort, le plus agile, il n'aime pas aller vers l'intérieur parce que ça peut causer des extensions latérales inconfortables. Il n'aime pas monter non plus parce que c'est un doigt qui est court. Lui, il aime bien descendre. Et donc finalement, on est sur une map qui ressemble à ça. Et gardez en tête un peu les scores qu'il y a là, parce que ça va être très pertinent maintenant. Si on retourne sur l'analyseur d'Ergol, ce qui était les barres différentes de différentes couleurs représentent la charge des différentes zones qu'il y avait en Workman, sur la map d'effort. Donc quand on est en bleu, c'est que c'est la fréquence des touches qui sont sur une touche qui est notée 2 ou moins. Quand c'est en jaune, c'est les touches qui sont notées 3. Et quand c'est en orange, c'est les touches qui sont notées 4 ou plus, ou en dehors du pavé de 3/10. Je vous remets le truc vite fait, comme ça vous avez le truc un peu en tête. Tac. Et donc, on avait vu on a Dvorak là, on a vu Colmac avec sa charge des doigts qui est vraiment pas ouf sur les index, il y a beaucoup de jaune. Et quand on arrive sur Workman, bam, c'est magnifique. Là, il y a pratiquement plus de jaune et on est tout sur du bleu partout. Un truc que j'aime bien noter, c'est que finalement, on ne veut pas forcément charger fort les index non plus. Finalement, c'est parce que, bon, c'est complètement du détail, mais l'index, il y a quand même pas mal de touches qui sont pas si confortables que ça, en fait. Parce qu'il a beaucoup de responsabilités. Bon, c'est complètement de la pédanterie parce que j'aime bien, et c'est pas un détail. On peut voir aussi qu'ils n'ont même pas cherché à donner un score aux touches qui sont en dehors du grand pavé 3/10, parce que, comme avec RT, élargir les chiffres, mais des lettres là, c'est complètement con. On ne veut pas, c'est affreux. Et donc, on est sur une philosophie, comme pratiquement toutes les dispositions anglophones, qui est dite un DFH, pour One Unit of Distance from Home. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais faire plus d'une touche d'écart sur chaque axe pour choper la touche qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne devra jamais sortir du pavé de 3/10 central pour choper des lettres. Comme ça, on fait qu'un seul décalage horizontal pour choper Shift, Caps Lock, Tab, et ainsi de suite. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir la conférence sur Arsenic présentée plus tôt dans la conférence. Non seulement ça parle de ça en détail, et ça parle de tout ce dont je ne parle pas dans l'ergonomie clavier aujourd'hui, dans cette conférence-là. Les deux conférences sont très complémentaires, et je dirais que c'est assez important. Et Workman, on avait vu tout à l'heure avec Colmac qu'il y avait des roulements qui sont mauvais, mais c'est avec les extensions latérales, aussi appelées LSB pour Lateral Stretch Bigram, mais ce n'est pas les seuls. Il y a les ciseaux qui sont vraiment affreux, donc là c'est un roulement qui a un changement inconfortable de rangée, comme CR en QWERTY ou AZERTY. Et il y a les mauvaises redirections. Alors les mauvaises redirections, on ne les connaissait pas à l'époque de Workman, mais c'est ultra spécifique comme problème. On est sur un trigramme, donc un enchaînement de 3 lettres, mais c'est qu'on est sur la composition d'un roulement dans un sens et un roulement dans l'autre, et avec aucune de ces touches qui passe par un index. Ça paraît ultra random dit comme ça, mais en fait, ça, c'est des enchaînements qui sont pas confortables et qui sont une énorme source d'erreur, parce que ça devient une bouillie inintelligible et on se plante une fois sur deux. Et on veut les éviter, absolument. Donc quand je dis que c'est la composition de deux roulements dans le sens opposé, si je suis en QWERTY, que je veux faire EA, ça fait un roulement dans un sens, et AS, c'est un roulement dans l'autre. Et si on retourne un peu sur notre pyramide de Maslow des claviers, en fait, après notre tour des horizons, elle a quand même beaucoup changé finalement. Le plus important de loin, enfin les deux que j'ai mis au même étage, je ne savais pas lequel prendre en premier, c'est le fait d'alléger les auriculaires et d'avoir une dispo compacte, dite de soit un DFH. Au-delà de ça, il y a les raccourcis clavier qui sont toujours aussi fréquents. J'ai oublié de le mentionner, mais Workman garde aussi les raccourcis clavier UGL, avec CV décalé d'une colonne. Donc c'est pas un truc qu'il a oublié. Et finalement, faire un truc qu'on a vu avec Colmac, c'est que finalement, faire des extensions vers l'intérieur, c'est pas ouf. Faire des extensions loin, c'est pas ouf. Et finalement, on gagne en confort en dégradant le CFU, mais en améliorant la heatmap. Donc la heatmap confortable est pour moi plus importante que le CFU. Après, au-delà de ça, il y a essayer de minimiser les mauvais roulements, et tout en haut de la pile, il y a optimiser le taux de roulement total. Comme pour la distance, j'imagine qu'il y en a certains qui doivent être confus sur le fait que les roulements se retrouvent tout en haut, parce que, à vrai dire, j'ai scientifiquement prouvé que les roulements, c'était ce qui avait lieu objectivement, dans toutes circonstances, mais
En fait, c'est comme pour la distance, on est sur un truc qui est assez simple à optimiser. Parce que tant que tu fais une dispo qui a des voyelles des deux côtés et pas sur les index, tu as déjà plein de roulements en fait. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Je sais pas. Aussi parce que finalement, ça, c'est les derniers freins à haute vitesse en fait. Encore même moi aujourd'hui, j'ai fait un magnifique test à 200 mots minutes ou presque sur les roulements. J'ai jamais atteint les 130 mots minutes que j'ai eu avec les alternances. En vrai, parce que finalement, ce qui me ralentit le plus, c'est les erreurs, c'est les hésitations, c'est le temps de calcul dans ma tête entre les doigts. C'est ça qui compte. Et finalement, du coup, comme je disais ça, les roulements, c'est ça qui vire les freins à haute vitesse. Et en fait, c'est un peu le cas de tout le reste de la pyramide. Plus on monte vers le haut, plus on vire les trucs qui sont inconfortables à haute vitesse. Donc plus on optimise la disposition, et plus on est vers le bas de la dispo, et plus on règle les problèmes qui sont fondamentaux à la disposition, qui vont être le confort général, mais qui finalement, bon, c'est un rien en ergonomie, enfin en optimisation, je veux dire. Que l'auriculaire soit chargé fort, ça ne va pas changer la vitesse à laquelle tu tapes. Et donc, nous, chez les ergonautes, la communauté des utilisateurs d'Ergol et pas que, on distingue l'ergonomie de l'optimisation. L'ergonomie, c'est ce qui fait que la dispo soit confortable et ne cause pas de douleur à long terme. Et l'optimisation, c'est ce qui permet de taper vite, confortablement. Bon, Ergol, c'est le nom de la disposition, mais c'est aussi un carburant de fusée. En tout cas, ça en est un monomine. Du coup, nous, on aime bien les fusées. Et je vais comparer des dispositions de clavier en représentant la pyramide de Maslow sous la forme d'une fusée. Et vu que évaluer une disposition de clavier sur juste un seul critère, c'est complètement con, chaque étage a sa couleur donnée. Donc là, j'ai littéralement mis des couleurs au pif. Hein, je ne vais pas chercher à faire un truc qui se base sur une dispo. Mais là, on est sur une dispo qui charge pas super bien les auriculaires, est un DFH, perd le raccourci clavier, mais il a une excellente heatmap, et ainsi de suite. Donc je pense que je vais arriver à comprendre ça. Et c'est là que, du coup, on va essayer de faire une petite comparaison sur cette fusée-là, des différentes dispositions qu'on a vues jusqu'ici. Si on prend Dvorak, eh ben, finalement, on est sur une dispo qui n'est pas très ouf. Comme je disais tout à l'heure que je mentionnais, ça a été conçu avec les machines à écrire, il y a longtemps, avec des contraintes très différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, c'est une fusée qui n'est pas ouf. Globalement, le truc qui va, c'est que c'est un DFH. Mais les auriculaires, avec le L notamment, ils sont mal gérés. Le SFU est relativement haut, on perd le raccourci clavier. Il y a pas mal de ciseaux et mauvaises directions. Et il y a très peu de rôles. Donc, c'est pas ouf. Si on arrive à Colmac, j'ai un peu moins de choses à dire parce que je les ai déjà dites en fait. On est sur une disposition qui globalement marche très très bien, mais a des problèmes sur la heatmap et les mauvais roulements. Workman, à l'inverse, a une excellente heatmap, un des rares excellents, le premier excellent plutôt, de la conférence. Mais il dégrade trop le SFU, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il dégrade trop le SFU qu'il n'a pas trop duré aujourd'hui, malheureusement. Ça reste une dispo très très populaire, hein, une des plus populaires au monde, mais il a beaucoup moins bien marché que Colmac. Bon, après, il y a eu Colmac DH qui est arrivé et qui a plié le game, mais ça, c'est une autre histoire. Et après, on peut se demander, bon, finalement, c'est laquelle la meilleure entre Workman et Colmac? Et si je pense, vous arrivez à suivre ce que je dis, vous allez me dire, moi, je veux une disposition ergonomique. Workman marche mieux dans le bas de la fusée, donc Workman est meilleur. Mais en fait, c'est un peu réducteur. C'est un peu réduit comme façon de voir. Parce que finalement, ce qui compte dans la disposition de clavier, quand on regarde ça, c'est pas tant laquelle est la meilleure, c'est laquelle colle mieux à ce que vous voulez. Si vous voulez taper super vite, Colmac vous permettra d'aller plus vite que ça. Parce que le haut de la fusée, il marche mieux. Alors que Workman, si vous voulez un truc, si vous avez des petits doigts et que vous vous en foutez de taper très vite, Workman marchera beaucoup mieux. Bon, là, on est sur des dispos conçus par des gens compétents, avec beaucoup de recherche, mais en France, on n'est pas aussi gâté avec Azerty, malheureusement, et on est sur un truc qui est absolument affreux. Alors, les plus attentifs d'entre vous se rendront peut-être compte que, tiens, Azerty, on s'est mis sur une dispo qui a des voyelles des deux côtés. Comment ça se fait qu'il soit dans le rouge dans les roulements? Et ben c'est qu'en fait, quand je compte dans le roulement, c'est les bons roulements, sous-entendu, en fait. Et Azerty a tellement de bigrammes de même doigt, d'extensions latérales et de ciseaux, qu'il a autant de bons roulements que Dvorak, qui a cherché à les éliminer. Et c'est... Bref, on n'est pas gâté en France, malheureusement, c'est ça. Et ah oui, parenthèse, les raccourcis clavier d'Azerty, on les a tous, pas de ceux de QWERTY, pardon. Mais il y a les chiffres en shift,
Et ça, c'est juste fractalement con. Et ça, comme les raccourcis clavier, on a besoin des deux mains pour taper des chiffres, genre juste un seul chiffre, et il faut jongler le shift pour taper tout le nombre. Et donc, juste parce que je suis ce genre de connard-là et que j'en ai marre qu'on me parle des chiffres en shift, j'ai mis jaune là-dessus juste pour ça. Voilà. Après, bon, je vous parle de AZERTY en français, mais évidemment, si on prend QWERTY en anglais, ça va être exactement la même, parce que les deux dispos sont ultra similaires. Et évidemment que... Ah bah non, en fait. Ça paraît con dit comme ça, mais QWERTY est un DFH parce que c'est une dispo anglophone, alors que AZERTY, il y a des trucs sur la rangée des chiffres. Sur l'auriculaire, la gestion de l'auriculaire, eh ben, on a à la gauche, on a le A sur une position de repos, ce qui est beaucoup mieux. À droite, ok, il n'y a que le P sur une mauvaise touche, mais c'est la charge du doigt est négligeable pratiquement. Si on prend QWERTY, on voit que l'auriculaire droit il est à 2,7% de fréquence, donc franchement on s'en fout. Oui, d'ailleurs, la charge des index me tue de rire à chaque fois que je la vois. C'est génial. Là où si on... Qu'est-ce que j'ai foutu c'est un détail. Bon. Si on passe en français et qu'on prend AZERTY, regardez bien l'auriculaire gauche et pouf, que du rouge. Hop, ah, qu'il est beau. Mais bon. Ah, je vous ai bien eu. QWERTY, en fait, en anglais, c'est vachement plus ergonomique que AZERTY. Mais bon, est-ce qu'on peut parler de choses sérieuses maintenant et parler de vraies dispositions ergonomique qui corrige vraiment les problèmes d'AZERTY. Évidemment que Bepo corrige tout. Et comment ça, on est pire qu'AZERTY en ergonomie? Comment ça sort d'où ça? Pourquoi? Pourtant, pourquoi l'auriculaire il est en rouge alors qu'il y a le A en rose? C'est quoi ça? Eh ben, en fait, il y a pas mal de trucs que j'ai oublié de dire avec Bepo. Oups. Mais c'est que si on prend Bepo ici, tac. Effectivement, la charge de l'auriculaire gauche va bien, mais la charge de l'auriculaire droit, par contre, ne va absolument pas. C'est un des doigts les plus chargés de la dispo, dans le sens où il y a 3 doigts à gauche qui sont significativement moins chargés que lui, et il y a beaucoup de rouge. En très grande partie parce que on a remplacé les extensions de doigts vers la rangée des chiffres par des extensions de doigts sur l'auriculaire. Et ça, c'est même pire que les extensions de doigts sur la rangée des chiffres. Parce que là, en fait, sur les extensions d'auriculaire, on est sur un mouvement qui est très inconfortable, qui va mettre beaucoup de poids sur le canal carpien, qu'on appelle, ce type de mouvement, on appelle ça une déviation lunaire, si jamais vous voulez vous documenter là-dessus. Et finalement, Bepo vient favoriser des mouvements qui sont inconfortables. Et avoir des mouvements inconfortables répétés, même si ce n'est pas très douloureux à un instant donné, c'est la façon de causer des TMS. Et beaucoup de gens qui utilisent Bepo ont rapporté avoir des douleurs à l'auriculaire droit et au poignet droit en général. Après, vous allez me dire, ok, il y a l'auriculaire droit qui ne va pas, mais l'auriculaire gauche, il va bien, regardez. Et en fait, si je scrolle un petit peu en dessous, on voit qu'on est à 0,29% de SFU sur ce doigt-là en particulier. Ce qui paraît peut-être pas très beaucoup, mais ça paraît d'un coup beaucoup plus quand on se rend compte que les 3e et 4e bigrammes de mes doigts les plus fréquents sont sur l'auriculaire. Et que 0,13%, c'est déjà trop à l'échelle, seul sur un auriculaire. Et là, il y a 3 fois ça. Enfin, il y a 2 fois ça. Et comme tout à l'heure, on n'est pas un DFH à cause des 4 cavaliers de l'auriculaire, qu'on les appelle avec les ergonautes, donc le MZ-WCCD. On a une heatmap qui est pas si ouf que ça, avec beaucoup de jaune sur les index notamment. On a un CFU qui est autour de 2,7, comme Dvorak et Workman. Par contre, ok, on est bon sur les ciseaux, mais on est mauvais sur les roulements. Donc finalement, on a une fusée qui est pas si ouf que ça. Et après, on se dit, ok, mais Bepo est super connu, ça fait 16 ans que c'est là, il y a eu plein de variantes, il y a une énorme communauté derrière. Forcément, il y a une variante quelque part qui corrige ça, et bah non. Bah non. J'ai pris BOP là, parce que c'est la plus connue, en fait. Mais en fait, ils optimisent surtout le haut de la fusée et ignorent le bas de la fusée, malheureusement. Alors, est-ce que c'est parce que je dis que l'auteur de BOP est un abruti qui comprend un clavier? Non, je vais venir plus tard sur exactement pourquoi. Le gros problème avec ça, le fait, je sens qu'il y a certains d'entre vous qui doivent se demander pourquoi je parle autant de choses du 1DFH. Ok, les extensions ne sont pas confortables, mais si elles ne sont pas très fréquentes, est-ce que c'est un gros problème? Genre le Z, le W et CCD en français, ils sont vraiment pas fréquents. Et en fait, j'ai envie de dire que oui. Parce que ce qui compte, si on veut regarder vraiment l'ergonomie holistique du clavier, donc pas juste taper du texte, vraiment l'usage du clavier en général et comment on peut rendre ça plus ergonomique, là, on a... merde, faut que je me dépêche.
il y a plein de choses qui viennent d'un coup. Il y a les raccourcis clavier usuels pour un usage clavier-souris. Il y a le fait qu'on va utiliser des claviers compacts pour éliminer ces extensions-là qui sont inconfortables. Et quelque chose qu'on ne peut pas faire avec Bepo à cause des 4 cavaliers. Et donc la dispo, c'est qu'une petite partie du problème. Et en fait, l'ergonomie holistique du clavier, c'est plein de petites choses comme Arsenic, vraiment, allez voir ce que c'est, Vim, i3, bref, beaucoup de choses. La dispo en fait partie, mais pas que. Et finalement, Bepo est une singularité à l'échelle de l'ergonomie clavier. Dans le sens où le fait de perdre les raccourcis clavier usuels fait qu'on n'est pas apte à un usage clavier-souris. Et donc, on doit faire autrement. Les 4 cavaliers de l'auriculaire forcent les gens à utiliser des claviers ergonomiques énormes, chers, pas pratiques à transporter, et qui sont finalement pas forcément les plus optimisés. Les chiffres en shift imposent l'usage d'un pavé numérique qui, en plus de ça, décale la souris encore plus loin, cause des efforts sur l'épaule supplémentaires. Et donc, finalement, Bepo ne marche pas finalement avec tout cet écosystème de ergonomie clavier. Et on doit tout se plier autour de ça. Et c'est là que pour moi, avec Bepo, on arrive à une impasse. Il y a beaucoup de progrès par rapport à QWERTY et AZERTY, notamment sur ces variantes, en termes d'optimisation. Mais l'auriculaire droit cause beaucoup trop de douleur chez beaucoup trop de gens. Ces variantes ne corrigent pas les gros problèmes d'ergonomie. Et ça, c'est parce qu'on a un gros biais de sélection sur la dispo. Il y a ceux qui essayent la dispo ont mal, passent à autre chose. Ceux qui essayent ne se posent pas trop de questions et continuent avec. Et ceux qui sont très convaincus par Bepo, et c'est eux qui font les variantes. Et ceux qui sont très convaincus par Bepo, finalement, c'est eux qui sont les plus adaptés, qui se sont adaptés le plus à ces problèmes, finalement. Et c'est très, très compliqué de remettre en cause quelque chose que tu ne te rends même pas compte que c'est un problème, finalement. Et c'est là que j'arrive à une conclusion qui énerve beaucoup de Bepoètes, sûrement à juste titre, mais Bepo est optimisé, mais anti-ergonomique. Il fait l'inverse de ce qu'une disposition ergonomique devrait faire, comme on a vu avec la fusée qui était pire que celle de AZERTY. Et c'est là que j'aimerais citer les mots d'un grand philosophe dont la plupart des écrits ont été perdus par le temps, malheureusement, mais cette citation-là est restée, et je la trouve particulièrement adéquate ici. C'est qu'il y a des fois, il faut tout cramer pour repartir sur une base saine. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis parti avec Ergol. Alors, mes objectifs avec Ergol, ils doivent être simples, si vous venez de la fusée. Je veux une disposition, un DFH optimisé pour le français, l'anglais, la prog. Je suis un étudiant en informatique qui a besoin de coder bien. Je garde les raccourcis clavier visuel et on veut qu'on soit ergonomique avant tout. C'est pas juste un slogan rigolo qu'on utilise pour la dispo, on est vraiment dans la philosophie Workman. Quelques objectifs en plus, je veux une typographie nickel sans effort supplémentaire parce que sinon j'ai la flemme, je le fais pas. Et je veux les chiffres en direct. C'est indispensable, je vous jure, essayez les chiffres en direct, c'est indispensable. Et bon, ok, c'est rigolo d'avoir des objectifs, mais soyez pas cons, ayez des stats. C'est probablement le seul truc de ma vie où on pourra me citer dessus. Insérer blague beaucoup trop longue sur un philosophe incompris. Pour faire ça, pour avoir des stats, on a utilisé notre analyseur que je vous ai présenté ici plusieurs fois. Et l'objectif de cet analyseur, comme on avait vu en dessous, c'est de choper tous les problèmes qui peuvent arriver dans une dispo. Donc là, on a les SFU, extensions, ciseaux, et plein d'autres trucs en dessous. On retrouve les mauvaises redirections ici. Et l'objectif, c'est d'accélérer le développement en voyant direct les trucs qui ne vont pas. Et l'autre méthode, ça a été d'utiliser une disposition au quotidien, repérer ce qui ne va pas. On met à jour l'analyseur si on se rend compte qu'il y a un truc qui n'allait absolument pas et qui n'a pas été pris en compte dedans. On teste, on cherche des corrections et on essaye la dispo. Parce que ça se trouve, il y a un truc qu'on a loupé. Et on refait ça en boucle jusqu'à ce qu'on ait une dispo qui n'a plus vraiment de problème. Alors, déjà, pour faire une dispo qui n'a plus vraiment de problème, il y en a un qu'il faut régler d'entrée de jeu. C'est comme la façon de gérer les accents en français. En anglais, c'est facile de faire une dispo en DFH parce que il n'y a pas beaucoup de lettres. Mais en français, on a plein d'accents. Si on les met en direct, quelque part, sur la disposition, comme en AZERTY ou en Bepo, on déborde du clavier, on n'est pas un DFH, c'est mal. Si on les met en algère, comme Bepo, pour le accent grave par exemple, c'est mal aussi. Parce que, bon, on doit faire une touche en plus pour choper le algère, mais ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de pire. C'est que, quand je parlais des roulements, je disais qu'on s'en foutait de l'état des touches à un instant T, ce qui comptait, c'est le front montant. Ça, c'est absolument pas vrai avec algère. Le moment où on relâche algère est ultra important. Et si on relâche algère une touche trop tôt ou trop tard, on fait une faute de frappe.
Et ça, c'est un gros problème, notamment avec vitesse. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a utilisé une touche morte. Alors, la touche morte, c'est comme... c'est un truc que vous avez sûrement utilisé avec AZERTY pour faire les actions circonflexes, par exemple. Mais là, il faudrait beaucoup trop de touches mortes pour faire fonctionner une dispo francophone. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une super touche morte, de la mort qui tue, si je puis dire, je dirais même. Parce que si on teste la dispo, ça c'est Ergol, ça ressemble à ça. Il y a une touche, là, au milieu du clavier, qui a une étoile rouge, qui est ici. Et si je clique dessus, paf, le touche, il se passe absolument rien. Et c'est le but, parce que c'est la touche d'après qui va être modifiée. Et donc, on peut voir ici qu'on a les accents graves sur le A, le E, le U, qu'on a l'accent circonflexe sur la touche d'à côté, par exemple, avec le A accent grave au-dessus, le accent grave à côté, le U accent grave. Et ainsi de suite. On a aussi les symboles typographiques, comme les tirés quadratins ou l'apostrophe typographique en touche morte espace, par exemple. Et ça permet d'avoir des enchaînements absolument inratables. Genre là, je peux faire un EE à la vitesse... Mais pourquoi? Ah, j'ai décalé ma main, ok. Un EE absolument inratable à chaque fois parce que parce qu'on est sur des touches normales, en fait. Et tout. Et c'est compact, c'est inratable, c'est parfait. Non, en fait, il y a des défauts, évidemment. Ça rajoute 4% de touches en plus, dont une majeure partie à cause du E accent aigu et de l'apostrophe typographique. Comme je disais, je trouve que c'est pas forcément un gros problème, mais les avis peuvent diverger. Et ça rajoute un peu de SFU, parce que on peut avoir le SFU sur SC, mais sur le touche morte S, il y a le E accent aigu, donc on peut aussi avoir E accent aigu C. Et là, je sens que la plupart d'entre vous sont en train de se dire « Ouais, mais le E accent aigu, ça pique, il est fréquent. » Et je pourrais vous parler du fait que on a une super heatmap parce qu'on met plus de symboles sur le même nombre de touches, que de faire 2 touches confortables, c'est mieux qu'en faire une inconfortable. Mais je sais que vous ne me croyez pas, statistiquement parlant, quand je dis ça. Je l'ai testé plusieurs fois en conférence, et à chaque fois « Ouais, mais le E accent aigu. » Du coup, je vous ai mis des témoignages d'ex-Bepoètes ou d'ex-variantes de Bepo, et qui appréhendait la touche morte et qui finalement trouvait ça pas tant mal. Et là, je sens que vous dites, ok, mais bon, si je veux écrire vraiment beaucoup de texte, genre un bouquin, là, ok, c'est chiant, non? Et ben, ça n'a pas découragé Henri Lovenbruck pour écrire son bouquin Pour ne rien regretter, disponible depuis peu dans les librairies à côté de chez vous. Ça parle d'Ergol. C'est un instant pub éhonté, j'en ai rien à battre, c'est ma conf, je fais ce que je veux, je suis malade. Voilà, et puis Henri, c'est le chouchou de la communauté, on l'adore tous, c'est notre tonton à nous. Évidemment que j'allais lui parler de lui. On a eu besoin de faire des compromis pour le français et l'anglais, évidemment, parce que c'est 2 langues différentes, croyez-moi ou non. Mais finalement, ces compromis-là ne sont pas si graves que ça, parce qu'il y a des lettres qui sont fréquentes dans une langue et il n'y a pas dans l'autre, genre la touche morte en français et le H en anglais. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça parmi les lettres vraiment fréquentes dans au moins une langue. Et on peut les mettre à des endroits où, bon, c'est dommage de perdre cette touche-là, mais ça va, ça passe. Et donc on a une dispo qui marche vraiment dans les 2 langues. Le placement des voyelles a été compliqué, mais on a fini par trouver l'astuce. On a fini. C'est que soit on les met sur un auriculaire avec, vu que les voyelles s'enchaînent dans pratiquement tout, on a des gros risques d'avoir un haut SFU dessus. Donc soit on les met sur un auriculaire avec de la merde autour, comme ça, il n'y a pas de problème. Soit on les empile, parce que finalement, des fois, elles ne s'enchaînent pas trop entre elles. Genre le O, le E ne s'enchaînent pas trop entre elles, et le I et la touche morte ne s'enchaînent pas trop entre elles. Je considère la touche morte comme une voyelle, parce que ça donne principalement des voyelles. Hein, voilà. Et si on met le E sur un index, ça paraît intuitif, mais ça met absolument beaucoup trop de SFU. Si on regarde le Bepo, à nouveau, on voit que, ouais, ça pique. Ça pique fort. Le symbole des prog aussi, on a quand même un peu galéré pendant un temps, mais on a fini par trouver un truc qui marche bien. Ça, ils sont là dans les caractères en bleu sur la position. Et donc, on a vraiment fait gaffe à ce qu'aucun enchaînement courant dans un langage de prog utilisé en vrai soit inconfortable. On a optimisé les déplacements dans Vim, les gars. J'espère que vous êtes fiers de moi. Avec les accolades sur la main gauche pour les sauts, et plus et moins sur les mêmes endroits que J et K en QWERTY. Comme ça, on garde finalement les déplacements Vim pas tant mal. Bon, il faut juste maintenir HR. Et comme pour la couche alpha, il n'y a aucun enchaînement fréquent inconfortable. C'est un truc qui découle de notre analyseur conçu pour repérer les problèmes, mais c'est bien de le dire, je trouve. C'est là qu'on arrive au titre de la conférence à nouveau. Ergol, le reboot de Bepo, vraiment?
Et bien ça, c'est la fusée d'Ergol, pour moi. Alors, évidemment, je suis complètement biaisé parce que c'est ma conf, comme je disais, c'est mon projet, enfin en tout cas je suis chef, mais j'y crois vraiment. Parce qu'on a vraiment cherché à éviter le plus de problèmes possible, sans chercher à être le plus efficace. Et on a des stats qui marchent vraiment bien. On est à 1,15% de SFU en français et anglais. On n'a pas d'enchaînement courant confortable, comme je disais, et on est en DFH en français, anglais et prog. Et c'est pour ça que je l'ai mis en excellent sur un DFH. Et Ergol, contrairement à Bepo, c'est une dispo qui est composable. On est compatible avec tous les claviers les plus compacts, minimum 33 touches. Allez voir Arsenic si vous vous demandez comment ça marche. Oui, je parle d'Arsenic beaucoup. Les raccourcis clavier, on les a conservés. On est compatible POSIX avec Algeric, ce qui est pratique. Et on a les chiffres en direct. Ça, c'est bien. Et vous êtes en train de dire, je suis sûr, vous êtes tous en train de vous dire « Waouh, Ergol, c'est trop bien, je veux ». Vous avez déjà Ergol. On est rentré dans XKV, let's go. Et du coup, si vous êtes sur une distro qui a XKV config 2.42 ou mieux, et Ubuntu 24.04 LTS, parce qu'il a été backporté, vous avez déjà Ergol chez vous. Vous faites cette XKB map fr-variant Ergol et paf, c'est en Ergol. Et si vous ne faites pas partie des gens qui ont ces dispos-là, il y a les instructions sur notre site web. Il y a juste à copier-coller un sudo wget pour écrire un fichier pour patcher XKB à la main. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer, honnêtement. Et bon, il y a des gens qui disent que ok, c'est un peu sketchy de dire qu'on est le reboot d'un projet sur lequel on n'a pas bossé, et en fait, je suis complètement d'accord avec eux. Mais les gens qui ont bossé sur Bepo, c'était Ergodis. Et Ergodis, depuis la dernière Assemblée Générale, a décidé de faire la pub d'Ergol et de Calamine, l'outil qu'on a utilisé pour générer les pilotes, au même titre que de Bepo. À l'AG, le sentiment général, c'était que c'était vraiment dans la continuité de ce qu'ils voulaient faire avec Bepo. Ils avaient créé Ergodis pour pas juste faire Bepo, parler d'ergonomie clavier en général, et Ergol apporte une approche vraiment différente, qui est très intéressante, et qui voulait promouvoir. Et d'ailleurs, une bonne partie du bureau d'Ergodis est passé en Ergol aujourd'hui, alors qu'ils étaient en Bepo avant, et ils étaient très convaincus par Bepo, vu qu'ils en parlaient en conf. Et je parlais de QWERTY Lafayette, vu que c'est la dispo dont j'ai piqué l'idée de la touche morte et de la couche de symbole de prog aussi, ça vient de là. Mais ce n'est pas le seul dérivé d'Ergol qu'on a. Il y a toute une famille de dispos qu'on appelle la famille Lafayette, avec plein de dispos qui vont chercher à faire différents trucs. On a une adaptation de QWERTY pour le français qui donc profite vraiment du fait que QWERTY soit meilleur en ergonomie qu'QWERTY. On a, j'ai envie de dire, une adaptation de Bepo pour le français, pour être méchant, mais surtout un Bepo qui est réellement ergonomique, avec Bepolar. Et une bonne façon de le voir, c'est de prendre... Là, en français, aller sur Pouf Bepolar, et l'auriculaire droit, magie, il fonctionne, parce qu'on a viré les 4 cavaliers de l'auriculaire. Et c'est évidemment moins optimisé que Bepo de base, mais si vous voulez une dispo ergonomique et que vous venez de Bepo, ça prend en moins d'une semaine, ça. Et il y a Airglass, une disposition un peu plus barrée, où là, ils ont fait comme moi, ils ont tout cramé pour partir sur une basse scène, mais cette fois, ils se sont dit, bon, si on a Arsenic, utilise Arsenic, c'est les raccourcis clavier visuels, finalement, on peut s'en passer. Et donc, on va faire une disposition qui cherche à aller les sacrifier pour aller vraiment loin. Et là, contrairement à Bepo et ses variantes, ils sont allés vraiment, vraiment loin. Avec une heatmap complètement démentielle, du même ordre de grandeur que celle de Workman, je dirais même. Voilà, comme ça. Avec un taux de SFU ultra bas à 0,71%. Et ça marche très bien. Malheureusement, ils sont en jaune sur l'étage LSB parce que c'est encore un chantier en cours. Il y a des mauvaises redirections qui sont pas très qui sont vraiment douloureuses. Mais on cherche à corriger ça. Et pour finir, aujourd'hui, c'est vous que vous m'entendez parler. Et donc, pour beaucoup de gens, Ergol, c'est moi. Et en fait, c'est vraiment absolument pas moi. Évidemment, j'ai dirigé le projet, j'ai fait le plus gros du travail sur la couche alpha, mais j'ai absolument pas été seul. Il y a une quantité énorme de gens complètement fous dans la communauté qui m'ont aidé à faire le projet et sans eux, ouais, on ne serait pas là aujourd'hui.
avec une dispo qui rentre dans XKB, avec une dispo qui peut prétendre être absolument avec une fusée complètement verte. Merci à vous, les ergonautes. J'ai rarement l'occasion de le faire en live, donc je le fais ici, vu que c'est peut-être probablement ma dernière conf sur Ergol. Je commence à arriver à court de choses à dire. Et merci à vous, cher public, de m'avoir supporté pendant 45 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc oui, une question. Tu as mis l'accent sur pour les gens qui utilisent la souris et en collaboration avec, enfin, en complémentarité avec les raccourcis clavier, les combos, Ouais. machin chose bidule. Tu as pensé au gaucher? Non. Alors, Je te dis, moi j'ai inversé ma souris, je suis gaucher, j'ai la souris à gauche, j'ai les boutons inversés. Et là, quand je vois ça, je me dis, ah, non, contrôle. je vais devoir répéter les questions dans le micro parce qu'il n'y a pas de micro ambiant. Donc sinon, dans la rediff, vous n'entendrez pas. Mais la question, c'était que on a les raccourcis clavier visuel à gauche. On fait quoi pour les gauchers? Et est-ce que ça a été pris en compte? Et je suis désolé, non, on ne l'a pas pris en compte. Pour une raison toute conne, c'est que moi, en fait, les gauchers que j'ai vus, ils utilisaient la souris dans la main droite quand même, en fait. Et après, bon, comme Astro, au fond de la salle, le montre, avec Arsenic, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et donc, si jamais tu veux absolument choper tes raccourcis clavier, tu peux te faire une couche custom avec ça, qui a tes raccourcis clavier sur la droite du clavier, par exemple. Pas... Ou tu fais un miroir, effectivement, ça peut aussi. Après, le truc qui est un peu le dommage, c'est que du coup, tu apprends une dispo qui n'est plus standard après. Mais bon, c'est une option, voilà. Une autre question? Ouais. Comment c'est orienté francophone? C'est expliqué en soi. Comment c'est reçu dans le monde? Comment c'est perçu dans le monde non francophone? Alors, comment est-ce qu'Ergol est reçu dans le monde non francophone? Je pense qu'ils n'en parlent pas trop, parce que finalement, c'est une dispo qui a pas mal d'inconvénients. Enfin, il y a des inconvénients par rapport aux dispos full anglais, si on ne parle pas anglais. Le stat de 1,2% en anglais de SFU d'Ergol, elle est un peu... par rapport au 1,6 de Colmac, est un poil méchante, parce qu'en fait, Colmac a un bigramme de même doigt très fort sur le E virgule, qui finalement n'est pas un gros problème, mais fait monter le score. Et finalement, quand on est sur si on veut taper que en anglais, Ergol a finalement moins d'intérêt qu'un Colmac DH, en fait, je dirais. Donc c'est une dispo qui est vraiment là pour les francophones, et c'est un peu tout. Les francophones qui parlent anglais, donc. Une question? Dans la natation, il est un poil long. Globalement, tu peux compter qu'il faut 2 semaines pour réussir à survivre à peu près comme il faut. Au bout de 3 semaines, tes collègues se moquent plus trop de ton inefficacité au travail. Au bout d'un mois et demi, tu es efficace pour de vrai. Alors après, ça paraît un peu affreux dit comme ça. Effectivement, c'est du travail d'apprendre une dispo. Mais sur le site d'Ergol, qui est là, c'est URL ergol.org, c'est facile, sans le tirer. Si on descend en bas, on a un blog avec des articles. Et notamment, j'en ai écrit un pour apprendre une disposition de clavier. Et je détaille plein de choses dedans. Les pièges à con dans lesquels il ne faut pas rentrer, les sites pour apprendre les bases, comment progresser une fois qu'on arrive à un bon truc. Je pense que ça, c'est une bonne ressource. Si tu es le genre de personne qui veut avoir un gros gain en ergonomie, mais pas forcément tout réapprendre, si tu viens d'Azerty, Quartier-Lafayette, ça prend en moins d'une semaine. Si tu viens de Bepolar aussi, ça prend en moins d'une semaine. Et tu as déjà un gros gain d'ergonomie par rapport à ce que tu avais déjà. Voilà. Encore une question? Je suis sûr que vous avez plein de questions, en fait. Je suis à l'affût. Ouais, Astro. Je me demandais au niveau du développement de Airglass. Ouais. Comment ça se passe de développer une nouvelle dispo? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va faire, par exemple? Il va y avoir un choix de changement, une touche. Et comment est-ce qu'on choisit où bouger les choses?
Ok, alors dans le développement d'Airglass par exemple, comment ça se passe niveau choix de conception, comment on choisit de, de déplacer une touche? Globalement, ce qui se passe, c'est que tu utilises ta dispo et tu fais gaffe un peu à ce qui te saoule dans la dispo. Et globalement, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui reviennent souvent. Genre, si je prends l'exemple d'Airglass, il y a une mauvaise redirection sur AIE. Je vais mettre Airglass quand même. Voilà, Airglass, ça ressemble à ça, c'est très joli. Il y a une mauvaise redirection sur AIE qui est fréquente et qui est vraiment dommage. Et donc, on voit, ok, ça c'est le problème. Maintenant qu'on a identifié le problème, il faut le corriger. Et donc, on va tester des trucs. Peut-être qu'on va mettre le H sur l'autre main, peut-être qu'on va inverser le I et le U. Je dis des trucs complètement au pif. Mais là, on va rentrer dans une phase où on explore la possibilité. Après ça, une fois qu'on trouve, on teste l'analyseur, on vérifie qu'on ne crée pas de problème beaucoup plus grave en essayant de le corriger. Et si ça marche sur la foi de l'analyseur, on teste en vrai et on voit si la dispo marche en vrai. Par exemple, sur Airglass, je contribue à Airglass, même si ce n'est pas mon projet, dans le sens où je ne suis pas le lead. J'avais une variante que je peux vous montrer dans l'analyseur, en fait. Non, l'analyseur là. Qui corrige le AIE, entre autres. Et je me suis dit, ah ouais, c'est génial. Mais finalement, j'ai créé des problèmes sur le YO, sur un ciseau très moche en anglais, que j'ai pas forcément repéré dans l'analyseur, en fait. Ou en tout cas, j'ai sous-estimé. Parce que tu vois, il est finalement relativement bas. Et il y en a qui ont l'air beaucoup plus graves. Et finalement, c'est à l'usage que je me suis rendu compte que ouais, j'ai carrément sous-estimé ce problème-là. Et que j'ai plus fait un pas de côté qu'autre chose. Voilà. Une autre... Ouais, question. J'ai l'impression que les stats, elles sont faciles à obtenir. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire un programme où on donne des scores à ce qu'on veut en priorité et il teste toutes les combinaisons possibles. Ouais. Chaque fois, il calcule tous les scores et juste il nous donne le meilleur, quoi. Voilà. Ça, c'est... Alors, je rappelle la question encore. Est-ce qu'on peut... les stats sont faciles à obtenir. Est-ce qu'on ne peut pas juste faire un programme qui brute force une dispo et sort la meilleure avec un score sur chaque enchaînement? Et oui, on peut complètement. Ça a déjà été fait, plusieurs fois même. Le truc, c'est qu'il y a deux choses compliquées là-dedans. Il y a le fait que si on prend... on a 30 lettres à placer. La première, on a 30 positions possibles. La deuxième, on en a 29. La troisième, 28. Donc on a factoriel 30 dispositions possibles. Factoriel 30, tu fais plus 1 factoriel 30 fois, tu ne verras pas le programme finir de ton vivant, hein, clairement. Et il y a aussi le fait qu'il faut réussir à choper les bons paramètres sur le truc. Je vous surprends peut-être, mais les factoriel 30 dispositions, c'est de très 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 loin le plus simple à gérer. Parce qu'on a déjà des algorithmes comme la Monte Carlo ou le recul simulé qui permettent de trouver un optimum dans une fonction, qui n'est peut-être pas le optimum, mais en tout cas c'est un bon optimum local. Et il y a eu plusieurs implémentations de ça. Le problème, c'est qu'il faut réussir maintenant à donner un score objectif à tous les enchaînements possibles et imaginables, et que ce score-là soit suffisamment pertinent pour que tu puisses sortir une bonne disposition à la fin, et qu'il ne vienne pas suroptimiser, comme on dit dans le développement d'Ergol, la dispo. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller super loin quelque part et créer un autre problème ailleurs qui est beaucoup plus grave. Par exemple, ma variante d'Airglass, qui a des super stats, mais qui a un gros problème sur les YO, ça, c'est une dispo qui est suroptimisée, en fait. Et le truc, c'est que non seulement c'est super compliqué de trouver les bons paramètres, mais en plus, ça va changer d'une personne à une autre. Et pour l'instant, je n'ai trouvé aucun outil de ce type-là qui ne disait pas absolument n'importe quoi. Genre, par exemple, Ergol, qui est significativement meilleur en allemand que les meilleures dispositions en allemand, alors que non. Bref, ça marche. C'est une super idée, mais ça marche pas en vrai. Niveau timing, j'ai le droit à une question? Non, du coup. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, alpaguez-moi dehors et je serai ravi de discuter ça avec vous. Merci.